Merci, Madame la députée de Robert Baldwin. Nous poursuivons ce débat et cette fois-ci, je reconnais Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. C'est avec une certaine dose d'émoi que je prends la parole dans l'étape de l'adoption du principe du projet de loi 1, la loi constitutionnelle sur le Québec. D'emblée, Monsieur le Président, je tiens à exprimer quelque chose qui me paraît une évidence même, tombée du sens. Et une constitution, la constitution d'un pays, n'est pas une loi comme les autres. Ce n'est pas un outil partisan. Ce n'est pas un geste de communication politique ou une tentative de faire figurer son nom dans les livres d'histoire. Une constitution, c'est un socle commun sur lequel repose une société démocratique telle que la nôtre. Elle doit être plus haute que le gouvernement, plus large que les partis qui composent notre Assemblée nationale et plus durable que les cycles électoraux. Or, malheureusement, le projet de loi 1 échoue à ce test fondamental. Ma formation politique, Québec solidaire, s'oppose à son adoption des principes parce qu'il s'agit d'une constitution, à notre avis, illégitime, élaborée sans mandat populaire, sans processus constituant et en rupture avec les principes démocratiques les plus élémentaires. Elle a été élaborée derrière des portes closes par quelques personnes avec très peu de consultations. Monsieur le Président, partout dans le monde, lorsqu'un État sérieux se dote d'une constitution, il commence par une étape primordiale, fondamentale. Consulter les peuples avant d'écrire les textes. Les consulter avant, en amont, et les consulter après, en aval, lorsque la Constitution a finalement été rédigée. Ici, le gouvernement en place fait l'inverse. Il l'écrit d'abord, encore une fois, derrière des portes closes, et il consulte très imparfaitement ensuite. Il n'a jamais demandé formellement aux Québécoises et aux Québécois s'ils voulaient une constitution, tout d'abord, ni quelle constitution ils avaient besoin. Comme l'ont affirmé Noura Karazivan et Martine Valois en commission parlementaire justement sur ces projets de loi-là, et je cite, le processus proposé inverse la logique même du constitutionnalisme démocratique. Fin de citation. Une constitution ne tire pas sa légitimité de la majorité parlementaire du moment, mais de l'adhésion populaire. La constitution, en d'autres mots, Monsieur le Président, n'appartient pas à une majorité relative dans un moment donné. Elle doit appartenir avant tout à la majorité du peuple. Et nous faisons nôtre les mots de ces deux personnes-là. Une constitution imposée par les hauts n'unit pas, plutôt elle fracture. Elle nourrit la méfiance plutôt que les consentements. Et cela est important parce qu'une constitution doit susciter l'adhésion d'une très large partie de la population d'un pays. Alors qu'ici, on assiste plutôt à une constitution dont on ne sait même pas quelle est la proportion de la population qui l'appuie effectivement. Une constitution telle que nous est présentée, elle a été écrite sans la participation des premiers peuples. Ce gouvernement a entrepris d'écrire la loi la plus fondamentale de la nation québécoise sans consulter les peuples qui habitent ce territoire depuis des millénaires. Et eux aussi, ils ont un mot à dire sur cette histoire-là. Des peuples avec leur propre gouvernement, identité, culture et leur langue. Et ce constat, à lui seul, devrait faire rougir d'embarras les ministres de la Justice et la plupart des membres de la majorité du gouvernement actuel. Pour que ce soit clair pour tout le monde, et c'est important de les nommer parce qu'ils existent, parce qu'ils ont toujours habité le territoire et parce qu'ils méritent une reconnaissance et une participation effective à la rédaction de cette loi fondamentale,
Ces peuples, les Anishinabeg, Atikamekw, Wabanaki, Naskapi, Wendat, Eoyu, Innu, Kanyen Keaka, Mi'kmaq, Wolastoqiyik et Inuit, ils existent. Ils sont là. Ils ont une souveraineté préexistante de leurs droits ancestraux et titres issus des traités qui sont reconnus par les tribunaux et dans la Constitution canadienne. On ne construit pas une maison commune en excluant une partie de celles et ceux qui y vivent, surtout s'ils ont vécu dans ce territoire depuis des millénaires. On ne redessine pas les règles du vivre ensemble en ignorant des nations entières. Et pourtant, c'est ce qui fait le projet de loi 1. Encore une fois, une constitution n'est pas seulement un texte juridique. C'est un socle, c'est un pacte, avant tout, Monsieur le Président. Un pacte entre des peuples, un pacte entre les générations, un pacte sur 7 générations, comme disent nos compatriotes des nations autochtones. Un pacte qui doit être accepté, compris et reconnu comme légitime. La Constitution de la CAQ est aux antipodes d'un pacte légitime. C'est un texte assimilateur qui viole des droits ancestraux et titres issus des traités des premiers peuples. Et si ce n'est pas déjà terrible, la CAQ manque malheureusement en plus à ses obligations internationales. Revenons en arrière. Je nous rappelle qu'en 2019, tous les parlementaires, dont les ministres de la Justice actuels, s'étaient engagés à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans une motion portée par ma collègue de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Je nous fais la lecture de la motion parce que c'est important, Monsieur le Président. Je cite. Que l'Assemblée nationale prenne acte des conclusions de la Commission Vien exprimées le 30 septembre 2019 quant à la responsabilité de l'État québécois envers les constats accablants et douloureux énoncés dans son rapport. Qu'elle reconnaisse, comme l'ont affirmé les chefs de toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale, l'importance de poser des gestes concrets dès maintenant afin de mettre un terme à la discrimination envers les membres des Premières Nations et des Inuits et de tisser des rapports égalitaires avec ceux-ci. Qu'elle prenne acte que le rapport de la Commission Vien appelle le gouvernement du Québec à reconnaître et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, une recommandation qui formulait également le rapport de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées déposé en mai dernier. Et ça finissait avec que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de reconnaître des principes et de s'engager à négocier la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones avec les Premières Nations et les Inuits. Cette déclaration reconnaît explicitement les droits des peuples autochtones à l'autodétermination, à leurs institutions, à leur territoire. Ces engagements ne sont pas symboliques. Ils devraient guider toute démarche constitutionnelle sérieuse. Monsieur le Président, je porte attention des membres de la députation d'ACAC sur ces principes de la Déclaration des Nations sur les droits des peuples autochtones. Lorsqu'un État adopte une mesure législative susceptible d'avoir un impact sur les peuples autochtones et une constitution est la mesure la plus fondamentale qui soit, il doit obtenir le consentement préalable, libre et éclairé. Lisons l'article 19 de la Déclaration des Nations sur les droits des peuples autochtones. Ici, aucun consentement n'a été recherché, aucune négociation n'a été engagée, aucune co-construction n'a été amorcée. Le projet de loi 1 bafoue non seulement l'esprit, mais aussi la lettre de cette déclaration. Il place le Québec en contradiction avec ses propres engagements. Il fragilise sa crédibilité lorsqu'il se présente comme un État respectueux des droits humains et de la réconciliation. Le projet de loi 1 viole ces droits et affirme encore plus généralement que le Québec ne serait pas lié par les engagements internationaux du Canada, incluant la Déclaration des Nations Unies. Monsieur Je tiens à continuer, Monsieur le Président, plus tard. C'était ma prochaine question que j'allais vous adresser, donc vous allez poursuivre. Oui, Monsieur le Président. Excellent. Merci beaucoup. Alors, compte tenu de l'heure, les travaux sont ajournés au mardi 17 mars 2026 à 10 heures.